L'accord relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces entre la France et le Nigeria pose un double enjeu fondamental, celui des accords de défense en tant que tels et celui de l'usage des forces armées en Afrique. Les accords de défense permettent à notre pays de s'intégrer dans le jeu politico-militaire régional en Afrique et de ce fait interrogent les députés communistes sur les véritables intentions de tels accords. Cet accord avec le Nigeria a été signé le 16 juin 2016 et porte sur la coopération en matière de défense et au statut des forces. Il a pour objectif de fournir un cadre juridique aux actions conjointes des armées nigérianes et françaises, notamment sur la question du renseignement et de la formation des cadres militaires. Ce type d'accord est similaire à celui signé avec d'autres pays africains dont Paris est très proche, comme les Comores, le Togo, le Sénégal, Djibouti, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Mali. Depuis quelques années, la France souhaite redonner un coup de neuf à ces accords de défense. La grande question que l'on se pose, c'est: est-ce que ces nouveaux accords sont le faux-né des anciens, directement issus de la période post-coloniale, ou est-ce que c'est sincèrement un nouveau départ pour la France en Afrique? Il semble utile de se poser cette question devant vous aujourd'hui, parce que, vous le savez tous, les accords de ce type posent deux questions. La philosophie même du bilatéralisme qui fait peser sur les accords le poids de l'asymétrie entre les deux pays et du rapport de force, et la question de notre rapport à notre pays à l'Afrique. Prenons le problème du bilatéralisme. Quel est son avantage? Pourquoi, par exemple, le président américain tente méticuleusement de détruire le multilatéralisme à son profit? Parce que les États-Unis, plus grande puissance militaire du monde, ont un rapport de force qui leur est toujours favorable lorsqu'il s'agit de discuter en tête-à-tête avec un autre État. C'est ce rapport de force qui est perdu en grande partie au sein des instances internationales. Et cet avantage lié au rapport de force, Donald Trump l'utilise dans tous les secteurs, ce qui implique d'affaiblir continuellement l'architecture multilatérale mondiale en même temps que les souverainetés réelles des États. Dans le cas d'un accord entre la France et une puissance africaine, c'est nécessairement la France qui est l'une des plus grandes puissances militaires du monde qui a la main sur la négociation. Les accords bilatéraux relatifs à la coopération de défense et au statut des forces résultent de négociations asymétriques entre la France et certains pays africains, dont presque toutes ses anciennes colonies. Avec le Nigeria, cet accord se veut offensif. La France s'intègre dans l'espace anglophone du Golfe de Guinée et démontre aux États-Unis et à la Grande-Bretagne qu'elle a encore des ambitions en Afrique. À ce titre, il semble que la France, comme d'autres puissances, a envie de se positionner pour partager le grand gâteau nigérian, disposant de gigantesques réserves de pétrole et d'hydrocarbures en général, principalement situées en mer et qui nécessitent d'être sécurisées avant d'envoyer les entreprises françaises les exploiter, car cette zone est l'une des plus fréquentées au monde par des pirates. Les ambitions de la France en Afrique ne manquent donc pas, tout comme elles ne manquaient pas hier. Et les accords de défense d'hier étaient le prolongement de la France dans ses anciennes colonies par le biais d'une présence militaire de Paris sur place, disposant en échange d'une protection du régiment politique, de la formation des cadres militaires et de la fourniture des armes, d'un monopole à l'accès aux ressources naturelles. La présence militaire française en Afrique a perduré au-delà de la colonisation du fait de ces accords. La France est intervenue 60 fois dans 24 pays en 60 ans. Pour le plus grand bien des potentats africains et pour la préservation des ressources naturelles jugées indispensables à l'économie française. C'est ça, la France-Afrique. Et tout cela perdure malgré les vœux hypocrites de chaque président de la République française d'en finir avec les liens opaques qui unissent la France et les dirigeants de ses anciennes colonies. Et si d'aventure un pouvoir africain montre ne serait-ce que quelques velléités d'indépendance, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire à l'issue des élections de l'an 2000, l'assurance vie de la présence militaire française se transforme en facteur de déstabilisation et d'affaiblissement pour ce pouvoir. À ce sujet, permettez-moi de vous interroger sur le rôle exact de la France dans le bombardement de Bouaké en 2004 et des événements qui s'en sont suivis, Madame la Ministre. Je note à ce sujet que dans la procédure concernant le bombardement, la juge d'instruction Sabine Kéris demande le renvoi des ministres de l'époque, Dominique de Villepinte, Michel Alliot-Marie et Michel Barnier devant la Cour de justice de la République. Avons-nous affaire à une barbouzerie qui a mal tourné et qui, cette fois-ci, mêlerait le sang de nos soldats avec celui des citoyens ivoiriens? Comptez-vous ouvrir les archives pour qu'enfin éclate la vérité dans cette affaire? Toutes ces méthodes sont d'ailleurs les racines de l'image déplorable de la France sur le continent africain et la raison de notre manque de crédibilité en Afrique. Avec le passé, qui est le nôtre,
C'est le principe de non-ingérence qui devrait être la ligne de conduite pour notre pays, qui, parmi d'autres, a commis les pires crimes et les pires horreurs sur le continent africain. Il lui a pillé ses habitants, ses ressources, son argent. Et cela continue depuis des décennies. Il faut que cela cesse. Ce n'est pas le chemin que prend la présidence de Macron. L'habitude coloniale de la France est encore largement préservée dans certains pays d'Afrique, comme nous avons pu le voir encore en 2019 au Tchad, à Djibouti ou en Côte d'Ivoire, pour ne donner que 3 exemples. On a pu remarquer en effet de très fortes rémanences de ces principes france-africains au Tchad, où l'armée française a bombardé en février dernier une colonne de véhicules appartenant à des opposants au dictateur tchadien Idriss Déby. Ce chef d'État zélé est protégé contre toute logique par la France, qui le remercie en lui permettant de rester à son poste sans être dénoncé alors qu'il y était depuis 1990. Un pays comme le nôtre peut-il se permettre de protéger un homme qui dirige un État comme s'il était sa propriété et qui n'hésite pas à supprimer ses opposants, à pratiquer la torture, à pratiquer les enlèvements? Nous sommes toujours dans l'attente de précisions sur ce dossier. Peut-être est-ce inavouable. Nous continuerons à demander des comptes. Mais le Tchad n'est pas le seul pays à être encore sous protection française. Comme le dit son chef d'État Ismaël Omar Guelleh, malgré les changements dans la région, rien ne bouge à Djibouti. Lorsqu'il s'agit de faire des petits gestes pour Djibouti, l'État français ne se prive pas. Récemment, Mohamed Kadami, un opposant djiboutien disposant du statut de réfugié politique en France, a été mis en examen et risque d'être renvoyé à Djibouti au mépris du droit français pour satisfaire le régime djiboutien, voire même pour l'échanger avec un prisonnier djiboutien qui aurait un rôle dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Et prenons un 3e exemple de la protection de la France envers ses fidèles, la Côte d'Ivoire. Après avoir acté que l'on ne peut qualifier le coup d'État d'Alassane Ouattara en 2011, la France a permis au nouveau chef d'État d'envoyer Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Après 7 ans de procédure, pendant lesquels Laurent Gbagbo était en détention provisoire, en contradiction totale avec les recommandations en la matière de la Cour européenne des droits de l'homme, celui-ci est maintenu en liberté conditionnelle sans pouvoir retourner en Côte d'Ivoire après son procès où il a été acquitté, ce qui est en contradiction totale avec tous les principes de droit. Il semble que les pressions ivoiriennes et surtout françaises aient permis que le principal opposant de Ouattara ait encore des bâtons dans les roues pour l'empêcher de revenir dans son pays à la veille des élections présidentielles de 2020. L'ingérence française dans les affaires internes des pays comme Djibouti, le Tchad ou bien la Côte d'Ivoire est insupportable et n'est pas digne de notre pays. Les accords de défense bilatéraux, s'ils ont changé dans la forme depuis les années 70, permettent donc à la France de maintenir une présence dans ses anciennes colonies, ce qui pose de graves problèmes de probité à l'usage de nos forces armées. Personne ne s'est grandi dans cette récente histoire et la France ferait mieux de travailler autrement en Afrique que d'utiliser son armée pour garantir une stabilité des dictateurs propice uniquement pour les affaires et destructrice pour les peuples. Et ce qui se voit lorsqu'il s'agit de la France-Afrique, c'est que la France pratique un système de 2 poids, 2 mesures, qui n'est pas tenable sur le long terme. Par exemple, en ce qui concerne le massacre de Douéké, en Côte d'Ivoire, dont des commémorations ont lieu hier, de plusieurs milliers de personnes par les partisans de l'actuel président Alassane Ouattara, l'armée française n'est pas intervenue. Par contre, lorsqu'il s'agit d'Idriss Déby et lorsqu'il demande à la France d'attaquer ses opposants, nous fonçons les bombarder, tandis que lorsqu'au Mali, une attaque fait près de 160 morts dans un village, la France ne bouge pas. Pourtant, nous avons signé un accord de coopération en matière de défense entre la France et le Mali qui a été ratifié en 2015. Que ferait la France? Pourquoi a-t-elle été si rapide à attaquer les opposants tchadiens? Pourquoi elle ne réagit pas lorsqu'il s'agit de massacres de Maliens ou d'Ivoiriens? Pourquoi la France s'entête dans une stratégie au Mali qui est en échec? Je pense que le gouvernement se ferait fort de nous éclairer sur cette situation et de revenir sur ce qu'a récemment dit la ministre des Armées, Florence Parly. Je la cite. « Serons-nous amenés à intervenir chaque fois qu'on nous le demande ?» Non, répond-elle. La décision relève in fine de l'appréciation du président de la République. En l'espèce, il n'était pas souhaitable qu'un pays fortement contributeur à la lutte contre le terrorisme et présent sur d'autres fronts soit déstabilisé avec une conséquence ultime, une augmentation de nos engagements en OPEX. C'est dit. S'agissant du Nigeria, puisqu'il ne s'agit pas d'une ancienne colonie, ou puisqu'il s'agit d'une ancienne colonie britannique, c'est donc l'affluence française qui est importante.
Preuve tout de même qu'un accord de défense reste un instrument fort pour s'intégrer dans un territoire, notamment pour faire marcher la vente d'armes dans le pays en question. La rapporteure nous l'a dit à peine à mots couverts. N'oublions pas que notre ministre des Affaires étrangères actuel était le ministre de la Défense qui a le plus vendu d'armes lorsqu'il était aux commandes. Le problème de l'obsession sécuritaire et militaire de la France en Afrique de l'Ouest, c'est que l'on passe à côté des vrais sujets. En insistant sur les forces armées, vous semblez oublier que les violences ne sont jamais les racines d'un problème, mais plutôt une conséquence. J'irai même plus loin. Si les violences sont les conséquences de problèmes profonds, tenter de résoudre les violences par d'autres violences, sans travailler sur ces racines, ne fait généralement qu'empirer les choses. Si l'on se penche sur la bande sahélo-saharienne, nous voyons qu'aucune action militaire n'a pu répondre de manière satisfaisante à une question d'ordre politique et social. Cette zone est constellée de conflits entremêlés, de religions, de possession de terres et de concurrence d'accès aux ressources primaires comme la nourriture et l'eau et aux services publics. L'accès à l'éducation et à la santé a été, il faut le dire, ruiné par les différentes politiques d'ajustement structurel des années 80 et 90 menées par le Fonds monétaire international suite à la crise du surendettement des pays du Sud, provoquée par l'architecture même du système économique mondial, comme l'indique le Comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde. Peut-on imaginer que des peuples se laissent mourir sans éducation ni santé parce que les dogmatiques du libéralisme les en empêchent? Ces politiques destructrices ont laissé des traces. Ces pays saignés à blanc ont dû délaisser leurs services publics pour mieux rembourser leurs dettes sur ordre des pays riches. Une colonisation économique, en somme. Les frustrations et les haines, pour certaines créées par la colonisation, pour d'autres antérieures, ont pu être instrumentalisées et ont contribué à la déstabilisation et au sous-développement de beaucoup de pays d'Afrique. Au-delà des problèmes de services publics très souvent défaillants, voire inexistants, la question de la concurrence pour les ressources entre les différents usagers des sols nous permet de voir concrètement l'absence de régulation étatique de ces problèmes. La faiblesse et peut-être aussi la corruption de ces États poussent aussi à ce genre de violence, surtout dans le contexte du changement climatique. Certains spécialistes considèrent par exemple que la désertification au Mali, en lien avec le dérèglement climatique, pousse les éleveurs, et la rapporteure l'a dit, pousse les éleveurs à être en concurrence avec les agriculteurs bien plus qu'auparavant. Et cette concurrence liée au désastre écologique crée encore plus de haine. Et puisque les éleveurs sont issus majoritairement d'une ethnie et les agriculteurs d'une autre, avec des différences religieuses en toile de fond, la cohabitation est mise à mal et le corps social totalement déchiré. Les ressources, comme l'eau, sont aussi de plus en plus source de conflits. L'agriculture dans le bassin hydrogéographique de l'Afrique de l'Ouest prend environ 75% des ressources en eau. Mais le développement commence à créer des conflits d'usage. Ce sont des sujets nécessaires à prendre en compte pour le développement des États. Par ailleurs, l'énergie hydroélectrique, qui est un énorme et positif potentiel en Afrique, pourrait bientôt, si elle n'est pas réfléchie et mise en œuvre de manière concertée et mutuellement avantageuse, poser de gros problèmes avec la multiplication des barrages qui, dans l'état actuel des choses, pourrait entraîner des problèmes dans les zones et les pays en aval. Ces questions énergétiques sont d'autant plus importantes que le Niger, par exemple, dépend à 80% du Nigeria pour son énergie. L'aide de la France, en appui à la construction d'un barrage sur le fleuve Niger, doit prendre en compte ces réalités, pouvant à terme créer des tensions entre les deux pays. Plus largement, c'est la souveraineté énergétique des pays comme le Nigeria qui devra être fortement améliorée. L'objectif des pays riches est, comme toujours, de maintenir leurs sources d'approvisionnement énergétique, ce qui se fait au détriment des détenteurs de ces ressources. Le Nigeria pâtit de cela alors qu'il est le premier producteur pétrolier d'Afrique et qu'il dispose des deuxièmes réserves d'Afrique derrière la Libye. Concernant le gaz, le Nigeria est l'un des 5 plus grands exportateurs de gaz naturel liquéfié au monde. Et pourtant, ce pays a l'un des plus faibles taux de production électrique par habitant au monde, avec seulement 40% des habitants qui ont accès à l'électricité. Quand l'approvisionnement se fait? Le contrôle des ressources n'est donc pas nigérian, mais est géré par des compagnies multinationales qui exploitent pour l'export. Les pipelines pétroliers, les gazoducs fréquemment attaqués sont source de tensions. Pourquoi? Parce que
Les attaquants savent très bien que ces tuyaux vont en Occident directement et qu'ils ne verront jamais la couleur de l'argent que cela représente. Et ce n'est pas en bombardant ces attaquants que cela résoudra le problème de la captation des richesses naturelles par les pays riches. Il est temps de comprendre que les opérations militaires accroissent le risque terroriste plus qu'ils ne l'éliminent. Récemment, Jean-François Bayard, professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement, le disait sur la radio publique. Il citait par exemple le Kenya, qui, en intervenant en Somalie, a importé le terrorisme sur son territoire. Il citait le Tchad et le Cameroun, qui ont amplifié le phénomène terroriste en tentant de combattre Boko Haram au nord du Nigeria. Il citait encore l'extension des phénomènes terroristes au Burkina Faso à cause de l'intervention militaire au Mali. La haine engendrant la haine, la guerre n'a jamais résolu quoi que ce soit. C'est la paix. C'est la paix qui permet que les peuples prospèrent. L'exemple le plus probant restera toujours celui de la Libye, dont nous avons vu que le pays abritait les plus grandes réserves de pétrole d'Afrique. Ce pays, crucifié par Sarkozy, pour des raisons encore obscures, mais qui ne laisse aucune ambiguïté quant au cynisme de cette sale guerre, est devenu le terreau du terrorisme, hébergeant maintenant le reliquat de Daesh et toutes les mafias du monde qui viennent pratiquer librement le trafic d'êtres humains, pratiquer l'esclavage, les ventes d'armes, les ventes de drogue. Les migrants issus de l'Afrique de l'Ouest passent d'ailleurs beaucoup par la Libye et les horreurs qu'ils y subissent font froid dans le dos, surtout lorsque l'on sait que cette guerre est l'œuvre de la France et que l'Union européenne paie des milices libyennes pour endiguer les migrations. Ces horreurs ravivent également les souvenirs de la traite humaine transsaharienne de triste mémoire. Nous devons donc en finir avec l'ingérence, aider les pays à retrouver une souveraineté politique, sociale, économique, industrielle, en vue d'appuyer à la mobilisation de leurs ressources intérieures. Oui, mais arrêtons de faire la police pour nos seuls intérêts. Et même le pilotage de l'aide publique au développement par l'Agence française de développement devra être piloté de manière plus ouverte et moins cynique. Lorsque Florence Parly, auditionnée par le Sénat il y a quelques semaines, dit, je cite, que pour se prémunir autant que possible contre le risque de rejet de la présence militaire étrangère, il faut aussi mener des projets de développement. Elle ajoute qu'à cet égard, nous souhaitons articuler de manière plus efficace l'action de Barkhane et les actions de l'Agence française de développement pour que le rétablissement de la sécurité bénéficie directement aux populations. C'est ainsi que la présence militaire sera mieux tolérée. Cela inquiète beaucoup, car Madame la ministre des Armées nous apprend que l'AFD est le masque derrière lequel se tient l'armée française. Cela inquiète aussi parce que cela signifie que notre aide publique au développement n'est pas liée à une volonté relativement désintéressée pour développer les pays les plus pauvres, en rupture avec le colonialisme et le néocolonialisme, mais uniquement pour faire avaler aux populations une présence militaire étrangère. C'est un pur scandale et il devrait être intolérable d'entendre cela de la bouche d'une ministre. Et donc je pense qu'il faut le dire, la France se grandirait si elle prenait la tête d'une diplomatie d'un nouveau type, passant du côté des puissances militaristes et suivistes des positions américaines à un statut de puissance servant les intérêts des peuples. Mais pour cela, il faut tout changer, car la France ne prend pas le chemin de cette ambition, bien au contraire. Une diplomatie ambitieuse à tous les niveaux qui commencerait par arrêter de faire des économies sur le dos du Quai d'Orsay à chaque projet de loi de finances. Replacer les ambassades en tant que véhicule des valeurs et de la culture française et non comme VRP des entreprises françaises. Remettre la France au centre des organisations internationales. Faire en sorte de respecter ses engagements internationaux en dépensant 0,7% par an de son PIB à l'aide publique au développement. Distribuer de manière plus responsable, en partenariat avec les ONG, les organisations de la société civile et dans des pays qui en ont véritablement besoin, de financement des aides. Sur ces actions, il s'agirait d'être beaucoup plus ferme au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire respecter les résolutions qui y sont votées. C'est valable pour le Sahara occidental comme pour le conflit israélo-palestinien et pour tous les conflits gelés du monde. La France, plutôt que de s'épuiser à obtenir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité pour un autre pays européen, pourrait plutôt faire en sorte que l'Union africaine devienne membre permanent du Conseil de sécurité. La France pourrait aussi mener une réflexion profonde et multilatérale pour sortir enfin du système du franc CFA, qui est un anachronisme colonial dangereux pour la souveraineté politique, monétaire et financière des pays africains, qui l'utilisent, et un instrument monétaire entravant le développement.
Trouver, par le débat avec les Africains, une alternative crédible à cette monnaie devrait être un de nos devoirs diplomatiques. La France pourrait aussi influencer la Banque mondiale pour tenter d'en modifier sa gouvernance, car c'est une instance où un dollar donne une voix. Et que ce n'est pas possible de continuer de cette façon, ni d'accepter que la présidence soit réservée à un Américain. Il faut en finir avec ce que Bertrand Badi, bien connu ici, appelle une diplomatie de connivence. L'Union européenne pourrait aussi être influencée pour sortir du dogmatisme anti-immigration en travaillant à d'autres politiques d'aide au développement visant à l'établissement d'une économie équilibrée, satisfaisant les besoins des populations et créatrice d'emplois pour leur donner des perspectives de vie. Bref, c'est faire le contraire de ce que nous faisons actuellement. Car il n'est de situation d'urgence que sociale. Il est faux de croire que les humains aiment se faire la guerre. Certains y trouvent des intérêts, certes, mais la plupart se contenteraient d'une vie meilleure sans avoir à combattre, à tuer et à mourir. Les députés communistes restent donc persuadés que si cet accord militaire peut protéger éventuellement le pays contre des drames, ce n'est pas une solution pour éviter la guerre. Ce n'est donc pas en allant sur le terrain avec notre armée et notre savoir-faire militaire que les conflits disparaîtront comme par enchantement. C'est en travaillant avec les populations pour permettre une meilleure allocation des ressources naturelles, pour mettre sur pied et à grande échelle une agriculture locale, productive et respectueuse de l'environnement et indépendante, et je sais que la présidente de la Commission des affaires étrangères y est sensible, des grandes entreprises agro-industrielles qui pillent les terres et les ressources des États les plus fragiles, qui de plus ont bien souvent des législations foncières issues de la colonisation, pour remettre aussi des services publics, pour appuyer les efforts des États et des populations pour résoudre ces problèmes par le biais d'aides publiques au développement tournées vers la mobilisation des ressources internes pour le bien de son peuple, et plus largement pour protéger ces pays des affres des traités de libre-échange et du moins-disant fiscal. Car lorsque l'on parle de fiscalité, on pense souvent, chez nous, à l'évasion fiscale des pays du Nord, qui est un véritable drame pour les populations. Le dumping fiscal en Afrique est un mal absolu à traiter. Les multinationales, aujourd'hui, jouent avec ce levier pour exploiter les ressources sans s'acquitter d'impôts justes. L'ancien ministre du Budget de Laurent Gbagbo, Justin Koné-Katinan, l'explique parfaitement dans son ouvrage « Économie et développement en Afrique ». Je le cite. « L'idée d'une réduction de l'impôt sur les sociétés pour en favoriser l'implantation en Afrique est une belle escroquerie montée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Tous les pays africains se sont lancés dans des politiques concurrentielles d'élaboration de codes d'investissement très souples, en espérant attirer le maximum d'investisseurs. Mais lorsque l'on sacrifie ces recettes fiscales, il faut faire appel à l'endettement. Et voilà, le cercle vicieux est enclenché. Justin Koné-Katinan indique par exemple que si la Côte d'Ivoire avait eu un taux d'imposition sur les sociétés similaire à la moyenne européenne, cela aurait été environ 6 milliards de dollars en 2015 supplémentaires dans les caisses de cet État. Le capitalisme est fou et on en voit les conséquences au Mali, qui est un des pays, un de plus, qui sombre dans le chaos libéral. Les députés communistes l'ont toujours dit, mais ces exemples permettent bien de comprendre la prison dans laquelle se trouvent les pays africains. La bataille pour que les grandes entreprises multinationales paient ce qu'elles doivent est donc un combat international à mener tant chez nous qu'en Afrique. Et les sommes en jeu sont colossales. Là encore, cela éviterait bien des guerres. Cet accord de défense avec le Nigeria, vous l'aurez compris, ne suscite pas autant d'inquiétudes que ceux signés avec la dictature de Djibouti ou la dictature tchadienne, par exemple. Mais qu'en sera-t-il demain? À ce sujet, je voudrais profiter de notre débat pour que nous réfléchissions ensemble, en vue de permettre à notre Parlement de se saisir des enjeux des traités internationaux, non pas en aval, comme nous le faisons aujourd'hui, mais en amont. Parce que la représentation nationale aurait pu, comme nous le disons régulièrement dans notre commission, proposer quelques sujets à inscrire dans ce traité. À une époque, nous abordions dans nos traités la question de l'abolition de la peine de mort. Nous aurions pu la poser pour le Nigeria, par exemple. Permettez-moi donc de proposer une évolution que notre commission pourrait porter collectivement. Je précise que je ne souhaite pas ouvrir le débat sur cette possibilité d'amender les traités, puisque la modification a posteriori d'un acte déjà signé constituerait à la fois une trahison envers l'autre partie, mais également un ralentissement de la procédure de ratification. Mais nous sommes nombreux à régulièrement soulever le fait qu'il aurait été intéressant
de permettre à la représentation nationale de donner des lignes rouges à notre diplomatie et des principes intangibles que nous souhaiterions voir inscrits dans tel ou tel traité. S'agissant par exemple des nombreux accords des services aériens dont nous avons encore discuté ce mardi en commission, nous pourrions demander systématiquement d'inscrire le respect des accords de Paris, une mention explicite du respect de l'environnement et une mention explicite du respect des normes minimales de pollution, voire de sécurité. Ces accords commerciaux avec le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ont été des traumatismes pour beaucoup. Ces espaces opaques de négociation créés volontairement loin du peuple n'ont fait qu'ajouter à la méfiance légitime que l'on peut porter sur les traités de libre-échange. Pour cela, nous pourrions imaginer mettre en place une instance ou un texte juridiquement contraignant pour que certains principes figurent de manière obligatoire sur un texte soumis à la signature de notre chef d'État. Je sais que ce serait une révolution pour notre manière de fonctionner, mais cela pourrait engendrer une diplomatie à laquelle les représentants du peuple et le peuple lui-même seraient intéressés. Et nous avons toujours intérêt à ce que le peuple français, qui est souverain, puisse surveiller les agissements de ceux qui travaillent pour lui et en son nom, y compris sur les sujets internationaux. À l'heure où tous les samedis, des Français en gilets jaunes et d'autres battent le pavé pour revendiquer un droit à une démocratie plus profonde et à une plus grande égalité entre les citoyens, je pense qu'il est intéressant de se pencher sur ce que nous pourrions faire à l'échelle de la Commission des affaires étrangères et plus largement à l'échelle de la diplomatie pour que les domaines réservés soient plus démocratisés. Voici donc les raisons pour lesquelles je vous propose, mes chers collègues, de voter cette motion de rejet préalable. Et je vous en remercie.